Mhm. Le kit pour... Oui, d'accord, tout à fait. Donc parce qu'il y a des sous-types dans cette dermatomyosite en fonction de l'anticorps qu'on peut retrouver. Donc, c'est principalement les deux éléments qui vont étayer notre observation. Donc, voilà, les CPK étaient franchement élevés à 2900 et un d'autres myosites qui a retrouvé l'anticorps positif anti-MI2. Et donc le reste de l'examen était sans particularité biologique, avec également, donc, dans le sens d'une recherche d'atteinte néoplasique, la TDM-TAP et le PET scan étaient sans particularité. Donc sur le plan thérapeutique, le patient a reçu un bolus de corticoïdes, donc à raison d'1 gramme par jour pendant 3 jours, puis relais par voie orale. Il s'est pas vraiment nettement amélioré, mais devant la sévérité de l'atteinte, avec la présence surtout de dysphagie, donc une cure d'immunoglobuline a été proposée et rapidement il a été mis sous méthotrexate. Donc l'évolution après 4 semaines a été marquée par l'aggravation des troubles de la déglutition, l'asthénie, l'amaigrissement. Donc il a développé une loconeutropénie qui a suscité l'arrêt du méthotrexate. Et donc, comme alternative thérapeutique, le rituximab a été proposé avec une amélioration partielle de son état clinique. C'est qu'il était résistant, c'est pas l'aggravation après les cures, mais il a pas bien répondu à une seule cure. D'ailleurs, on verra par la suite dans les traitements qu'il faut peut-être aussi répéter les cures et être agressif d'emblée dans des formes aussi sévères, surtout quand il y a un déficit lourd avec dysphagie. C'est parmi les caractéristiques de sévérité. Il faut d'emblée commencer avec corticoïdes ou immunoglobuline et immunosuppresseurs. En... Hmm. Oral, oui. D'ailleurs, on peut... On peut d'ailleurs commencer par la voie orale sans passer par le bolus. La durée, en fait, on la met 1 mois. Puis, il faut évaluer à 1 mois parce que c'est à cette date-là qu'on doit apprécier si le malade répond ou répond pas. Est-ce qu'il faut être encore plus agressif, associer les cures d'immunoglobuline, les répéter et se donner aussi le temps. C'est une surveillance qui est généralement rapprochée. En fait, dès qu'on a une réponse satisfaisante, on commence la dégression et généralement, ça dépasse pas les 3 mois pour juger est-ce qu'il est répondeur ou pas répondeur avant d'aller vers une escalade thérapeutique. Oui. Oui. Mm. Mm. À défaut des traitements de première ligne, oui. Mm. Oui. Oui. Mm. D'accord. Oui. Donc, d'où tout l'intérêt de voilà, compléter l'image par la confrontation avec les données immunologiques. Et donc là, il y a cette image qui gradit, qui fait une stratification du risque néoplasique en fonction de l'anticorps. Donc, il y a le groupe, on est dans un groupe de dermatomyosite, ce qui est en vert. Et donc, c'est en fonction du profil immunologique, le risque de cancer change.
Et on voit très bien que le MI2, il est dans un risque intermédiaire par rapport aux autres anticorps qui sont à risque élevé, donc devant lesquels il faut s'acharner à trouver une néoplasie et à la surveiller bien sûr dans le temps. Et dans notre cas, MI2, donc risque intermédiaire. Ceci étant, on est à 3 ans de l'évolution. Il n'a pas manifesté de lésions suspectes, donc on peut être tranquille. Donc je vous cède la parole à Madame Belloc pour la mise au point. Merci Leïla. Donc on va enchaîner sur une mise au point avant de reprendre les cas cliniques. Et on s'est dit que ça serait intéressant de préciser les aspects diagnostiques en allant de la clinique, la biologie, l'immuno, etc. D'accord? Donc c'est ce qu'on va faire. Donc dans les myopathies inflammatoires, le syndrome musculaire, c'est la faiblesse, mais aussi les myalgies. Mais les myalgies ne sont pas constantes. Il y a certaines myosites dans lesquelles il n'y a pas de myalgie. Ça touche principalement les muscles proximaux plus les membres inférieurs que les membres supérieurs. Donc c'est une atteinte qui va prédominer sur les ceintures, sauf certaines formes particulières, on va le voir. Assez souvent, c'est quelque chose à chercher, c'est les muscles extenseurs du cou. D'ailleurs, les myosites font partie des diagnostics à évoquer quand vous recevez un malade avec un aspect de tête tombante. Et on peut avoir, dans certaines formes sévères et chroniques, une amyotrophie. Le début est souvent subaigu. Il y a certains malades qui peuvent avoir un tableau aigu, en moins de 4 semaines, il est déjà très atteint. Et d'autres malades qui peuvent avoir une évolution chronique, comme le monsieur qu'on vient de vous présenter. Ça va se manifester, le patient va se plaindre les muscles proximaux, c'est des difficultés, fatigabilité à la marche, difficulté à monter les escaliers, à courir, à se relever de la position assise, à soulever les bras. Les myalgies peuvent être soit absentes jusqu'à intenses. Il y a des malades qui peuvent avoir des douleurs extrêmement importantes, surtout dans les formes aiguës et les formes infantiles. Moi, j'ai vu des enfants avec des myosites, mais extrêmement douloureuses. Et bien sûr, la dysphagie, à chercher systématiquement quand vous suspectez une myopathie inflammatoire, elle fait partie intégrante chez la majorité des malades. Et il y a aussi la dysphonie. On n'oublie pas, on n'a pas l'habitude de retenir la dysphonie comme un signe. Et en fait, les deux sont dus à une atteinte des muscles pharyngo-laryngés et du haut de l'œsophage. On peut avoir rarement une atteinte des muscles respiratoires, c'est rare. On avait eu une malade qui était il y a plusieurs années, qui s'est retrouvée ventilée en réanimation, pas par l'atteinte pulmonaire qu'on peut avoir dans certaines formes, mais par une atteinte des muscles respiratoires. Et les muscles oculomoteurs sont épargnés. C'est vraiment exceptionnel qu'ils soient concernés. Alors ça, c'est le tableau clinique. Donc, si on reprend le syndrome, pas clinique, le syndrome musculaire, c'est un syndrome qui peut vous faire évoquer myosite, mais ça peut vous évoquer d'autres diagnostics. On va voir les diagnostics différentiels. Voilà, j'ai mis quelques images des signes cutanés qui sont vraiment caractéristiques. Alors, vous avez ici l'érythème qui est autour des yeux, qu'on appelle héliotrope ou en papillon. Il y a aussi les papules de Gautron que l'on va chercher sur les surfaces d'extension articulaire. C'est des papules qui peuvent parfois être carrément un peu ulcérées et qui peuvent, je vais vous montrer un cas qu'on avait vu il y a quelques années, juste avoir des cicatrices. Et donc, on va les avoir sur les métacarpophalangiennes, les interphalangiennes, sur les surfaces d'extension articulaire. Ici, c'est le coude, mais on peut aussi les avoir au niveau du genou. Moi, je le dis toujours, un malade qui a une maladie neuromusculaire doit être examiné déshabillé, parce que là, en l'occurrence, c'est l'une des situations où les signes cutanés, si vous ne les trouvez pas ou si vous ne les cherchez pas, vous pouvez passer à côté du diagnostic. Il y a aussi la calcinose sous-cutanée qui concerne surtout les dermatomyosites de l'enfant, principalement. Il y a quelques cas adultes rares, ça peut même en fait s'ulcérer. Il y a les lésions péri-inguinales, comme ici sur l'image, et puis ici, vous avez l'aspect qu'on appelle de main de mécanicien, qui est assez évocatrice des anti-JO1, pas pathognomonique, mais en tout cas, vous avez en fait la peau qui est kératosique avec des fissures, c'est ça ce qu'on appelle les mains de mécanicien. Les signes vous pouvez avoir une dermatomyosite avec des signes cutanés qui sont discrets. Donc si vous ne les cherchez pas, vous pouvez passer à côté. C'est pour ça que je
J'ai mis ici, il faut les chercher. En tant que neurologue, je vais en parler après, on reçoit un patient avec une dermatomyosite, surtout pour faire les MG. D'accord? Ça peut vous arriver de les recevoir pour les diagnostiquer vous-même. Donc, il faut savoir chercher les signes qu'on vient de voir. Et là, en l'occurrence, c'est une jeune fille de 16 ans qui avait quelques petites séquelles d'atteinte faciale. C'est pas très évident, mais elle avait des cicatrices, des papules de Gautran. Elles n'étaient pas à l'étape inflammatoire. Elle avait des cicatrices sur les coudes, sur les genoux. Et puis aussi, bon, j'ai laissé la vidéo pour montrer la faiblesse. Oui, la faiblesse des extenseurs, du coup, qui était assez discret chez elle. Il fallait le faire contre résistance pour se rendre compte et qui est un signe assez important. À côté du syndrome musculaire, il y a les signes systémiques à chercher. Quand on pense à une myopathie inflammatoire, on doit être un peu obsédé par l'atteinte respiratoire et principalement par la pneumopathie interstitielle. Les malades peuvent avoir une atteinte articulaire, une sclérodermie, un syndrome sec, une atteinte cardiaque. Il y a certaines formes où vous aurez plus de risques de cardiomyopathie et d'autres signes de connectivite. Donc en fait, c'est des malades qui nécessitent un examen étendu. Donc si on reprend le groupement des signes cliniques, nous avons le syndrome musculaire tel qu'on l'a décrit tout à l'heure. Alors là, j'ai mis qu'on parle de forme juvénile quand le début est avant 18 ans. Le syndrome musculaire vont s'ajouter les autres atteintes, les signes cutanés qu'on a vus, la pneumopathie interstitielle qui peut être là, l'atteinte articulaire, sclérodermie ou autres signes de connectivite. Et ces signes vont, selon les malades, avoir des groupements variables. Et donc, on va avoir des présentations assez différentes et des entités cliniques différentes. Donc, on peut avoir, comme le cas qu'on vient de présenter, un tableau de dermatomyosite typique. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, la clinique, ça fait dermatomyosite, hein, d'accord? Il y a certaines formes dans lesquelles vous aurez l'atteinte cutanée, pulmonaire, articulaire, mais sans atteinte musculaire. C'est ce qu'on appelle les dermatomyosites amyopathiques. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'atteinte musculaire. Il y a les formes aussi cutanées pures. Alors ces formes-là vont se retrouver chez le dermatologue, chez le rhumatologue. Donc vous allez les recevoir en ENMG de ces collègues-là. Les formes juvéniles, on les a décrites par l'âge, mais on trouve à peu près les mêmes entités. Il y a les formes associées à la sclérodermie et qu'on appelle scléromyosite. C'est une entité qui vient d'être vraiment distinguée. Moi, j'ai une seule malade comme ça. C'est extrêmement sévère comme atteinte. Et bien sûr, les atteintes myosites dans le cadre de connectivite mixte ou syndrome de chevauchement ou syndrome de Sharp. Malade qui a lupus plus Gougerot plus sclérodermie qui peut. Donc ça aussi, vous allez les recevoir de la part des internistes pour faire un ENMG. J'ai mis en rouge les formes qui vont se retrouver chez le neurologue. C'est les malades avec atteinte musculaire pure, où il va falloir suivre un raisonnement pour arriver au diagnostic. Il y a l'entité myosite à inclusion, vous allez voir un cas après, avec la particularité, c'est l'atteinte de certains groupes musculaires. Donc c'est une maladie qui est un petit peu transversale sur plusieurs spécialités, à savoir interniste, rhumatologue, dermatologue, pneumologue aussi, hein, dans les antisynthétases, le pédiatre et le neurologue ou neurologue myologue. On a vu le syndrome musculaire, je vous ai dit tout à l'heure, bon, on a un syndrome musculaire comme on l'a décrit, mais est-ce que c'est forcément une myosite? Pas forcément. Donc il y a des diagnostics. Quand vous recevez un malade avec un syndrome musculaire pur, il faut évoquer les autres possibilités. Les myosites infectieuses, c'est pas très fréquent. On peut les avoir chez l'enfant particulièrement, parfois chez l'adolescent aussi. Par contre, les myopathies toxiques, il faut y penser, hein, d'accord. Un exemple de médicament qui donne une atteinte toxique, statine, colchicine, d'accord, par exemple. Donc, c'est important de savoir est-ce que le malade prend des médicaments. L'alcoolisme, les myopathies d'origine génétique, c'est vraiment le plus gros problème quand on a un syndrome musculaire qui évolue de façon un peu chronique. Et puis, toutes les myopathies métaboliques, on est soit dans des maladies rares comme les glycogénoses,
soit dans une situation qui n'est pas si rare que ça. Et de toutes les façons, il faut toujours examiner, vérifier la thyroïde. D'accord? Donc, dans une dysthyroïdie, en particulier hypothyroïdie, vous pouvez avoir un syndrome musculaire avec CPK élevé, etc. Donc, il faut penser au diagnostic différentiel clinique. Alors maintenant, on va passer au diagnostic biologique. Tout à l'heure, vous avez demandé comme dosage les CPK. Donc, c'est vraiment l'élément clé du diagnostic de la biologie. CPK élevé, pas toujours. Il y a des formes où on peut avoir des CPK à peine ou même normal, mais c'est vraiment la règle d'avoir des CPK élevés. LDH, franchement, moi, je les demande pas. Les ALAT, AZAT peuvent être augmentés avec les CPK d'origine musculaire. On va voir un exemple tout à l'heure. Et du point de vue immunologie, vous ne pouvez pas faire un diagnostic de myopathie inflammatoire ou myosite si vous n'avez pas demandé le kit d'automyosite. D'accord? Je préfère dire la phrase comme ça parce que moi, j'en vois des malades diagnostiqués myosite et qui n'ont pas eu l'immunologie, qui ont même été mis sous traitement alors que c'était même pas des myosites. Donc, il faut réunir les arguments. Et puis, dans le kit myosite, vous n'avez pas le HMG, l'anti-HMG coenzyme A, vous l'ajoutez. Il vaut mieux aussi demander un panel des anticorps antinucléaires parce que c'est comme ça que vous allez identifier une connectivite qui peut se compliquer d'atteinte musculaire. C'est bon jusque-là? D'accord. On va faire un diagnostic différentiel. J'ai préféré mettre la diapo parce que moi, je reçois des malades diagnostiqués myosite parce qu'ils ont un syndrome musculaire et des CPK élevés, EMG myogène mis sous corticoïdes. C'est pas suffisant. Les CPK élevés ne veulent pas dire myosite. On peut avoir d'autres causes de CPK élevés. Vous pouvez me donner des exemples avant que je monte la diapo où il y a les réponses? Le NMG, oui, d'accord. Oui. Effort intense, exercice physique, ça c'est important parce qu'il y a pas mal de malades, oui. Oui, médicamenteuses. Donc en fait, ce sont les cas. Déjà, on retient une augmentation des CK quand on a les valeurs qui dépassent 3 à 5 fois la normale sur 2 dosages chez un malade qui n'a pas fait d'exercice physique intense avant le dosage. D'accord? Les causes d'augmentation des CK, c'est l'exercice physique intense. Là, pour l'anecdote, il y a eu un travail chez les militaires américains quand ils font je sais pas comment on appelle ça, les stages, avant d'être enrôlés, on leur fait faire des exercices effroyables. Et c'est des sujets normaux qui n'ont rien du tout. Il y en a qui ont augmenté leur CPK au-delà de 30 000 après les exercices. D'accord? Donc là, j'ai pas mal de fois reçu des malades pour suspicion de myopathie, myosite, parce qu'on a des CPK à 600. Si on vérifie, il y a un malade qui avait un peu couru, 3 kilomètres avant, voilà. Donc je leur dis, on va refaire le dosage, vous ne faites pas d'exercice physique et on va voir. Suite à une crise convulsive, généralisée, toxique, on a vu tout à l'heure, les maladies du motoneurone. Quand vous avez par exemple une SLA avec beaucoup de crampes et d'activité de fasciculation, on peut avoir des CPK élevés, mais ça ne dépasse pas les 1000. Et aussi la maladie de Kennedy, elle est définie par les CPK élevés, la myotrophie spinale aussi, l'hypothyroïdie, j'en ai parlé tout à l'heure, il faut toujours vérifier la thyroïde. Et puis, il y a les myopathies métaboliques comme la maladie de Pompe, la maladie surtout de McArdle qui se caractérise par des CPK élevés. Et puis, il y a les dystrophies musculaires, les maladies musculaires d'origine génétique. Et puis, il y a les myosites. D'accord? Donc, il faut pas faire de raccourcis et prescrire les corticoïdes. Ça, c'est quelque chose, franchement, moi, qui m'horripile quand je reçois. Si je vais mettre des corticoïdes, c'est que je sais ce que je vais traiter. J'ai assez d'arguments pour la myosite. Bien. Diagnostic ENMG, je ne vais pas m'attarder là-dessus. La règle, comme le malade qu'on vient de voir, c'est les conductions nerveuses qui sont normales, avec des tracés qui sont myogènes, on va voir les détails, mais on peut avoir des anomalies de conduction nerveuse dans les myosites dans le cadre de connectivité, ce qu'on appelle les myosites de chevauchement. Pourquoi? Parce que c'est la connectivité elle-même qui donne la neuropathie en plus de l'atteinte musculaire.
C'est bon? D'accord? C'est clair pour ça? Alors, quand l'EMG de détection, c'est vraiment ce qui vous donnera la clé. Et ce qu'on va trouver, c'est une activité de repos qui peut être absente ou bien riche. Et quand on a l'activité de repos, ça témoigne que j'ai un processus de nécrose musculaire. Donc ça, dans une maladie musculaire, si vous avez de l'activité de repos, onde lente positive, potentiel de fibrillation, égale processus de nécrose musculaire. Ça ne veut pas dire égale myosite. On va voir les étiologies diagnostiques différentielles et puis après, vous aurez un tracé d'effort myogène qui est très riche pour un effort faible. C'est ce qu'on appelle une sommation spatiale avec des PUM qui sont de courte durée et qui peuvent être polyphasiques. Diagnostic différentiel ENMG, c'est un aspect qui n'est pas caractéristique de myosite. Avoir de l'activité de repos et un tracé myogène, je peux l'avoir dans une dystrophie musculaire. C'est-à-dire que j'ai une activité un processus de nécrose des fibres. Je peux l'avoir dans une atteinte toxique, dystrophie musculaire, donc processus infectieux, inflammatoire, toxique, dystrophique, tout ça peut me donner ce processus de nécrose musculaire. Donc c'est pas pathognomonique. Donc là aussi, on fait pas le raccourci à partir de l'EMG. D'accord? EMG myogène à l'effort, dans toutes les atteintes musculaires, quelle que soit leur origine. Par contre, si vous avez des PUM qui sont en dipolyphasique déchiquetés ou indentés, c'est-à-dire, vous voyez là l'aspect, j'ai le PUM qui monte en polyphasique et qui descend en polyphasique, d'accord? Si en plus, j'ai le reste, c'est-à-dire que je vais intégrer ça, au reste un tableau évocateur de myosite, activité de repos, c'est PUM, je peux me permettre dans ce cas de dire dans ma conclusion d'EMG atteinte myogène évocatrice de myosite. Évocatrice. Voilà, on peut pas être sûr, mais vous avez les lésions cutanées, voilà, des situations où c'est évident, on va faire comme ça. Donc on va forcément raisonner avec la clinique, c'est ce que je viens de dire, donc voilà, si on a cet aspect, on peut se permettre de faire ce type de conclusion ENMG. Quel autre examen complémentaire peut aider? On n'en a pas. Oui, l'IRM musculaire, très bien. Donc, si vous demandez une IRM musculaire chez un malade qui a une atteinte musculaire, qu'elle soit inflammatoire ou autre, le protocole doit être correct. Sinon, ça sert à rien. D'accord? C'est de l'argent perdu pour rien. Le protocole doit comporter des coupes axiales. C'est surtout ce qu'on, même ailleurs, c'est ce qu'on fait. On fait surtout les muscles du bassin, les cuisses et les jambes. Quelques coupes. On peut ajouter les bras et les muscles scapulaires. Si ça risque de coûter plus cher au malade, on peut se contenter de ça. Il vaut mieux. S'il est symptomatique seulement. La patiente dont je vous ai parlé, qui a une scléromyosite, elle était symptomatique seulement au membre sup. Donc on lui a fait l'IRM sur les muscles scapulaires. C'est juste que ça risque de coûter plus cher. Et on va faire les séquences T1 Spineco, STIR, T1 Spineco FATSAT avec injection de gâteau. Il faut faire comme ça. C'est-à-dire que si le radiologue ne connaît pas, dans votre demande, moi je précise ce que je veux comme séquence, ce que je veux comme coupe. Sinon, vous allez vous retrouver avec n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on va chercher? 3 signes. On peut avoir de l'atrophie des muscles atteints et l'atrophie va se manifester par la diminution du volume des masses musculaires. Et quand on a du muscle qui s'atrophie, les fibres vont être remplacées par de la graisse. On appelle ça une involution adipeuse. Et l'involution adipeuse va donner un aspect d'hypersignal sur le T1. Il y a beaucoup de radiologues. Quand il y a de l'hypersignal sur T1, il vous dit inflammatoire. Méfiez-vous. D'accord? Il y a vraiment des diagnostics. C'est pas pathognomonique de l'inflammatoire. Dans une dystrophie musculaire, je vais avoir la même chose. Il suffit d'avoir atrophie et le muscle adipeux qui remplace les muscles, vous aurez ça. D'accord? Exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc c'est intéressant de faire le FATSAT pour enlever la graisse et aussi l'injection de gado voilà. Donc on va chercher les signes inflammatoires. C'est l'hypersignal STIR, prise de gâteau de contraste. Et on peut, avec l'IRM, analyser la distribution de ces lésions.
Et on peut orienter la biopsie. Parce que si j'ai besoin de faire la biopsie, il vaut mieux biopsier un muscle sur lequel vous avez des anomalies IRM. Vous aurez plus de chances de trouver des anomalies. Voilà quelques aspects IRM. Ici, c'est en fait ici un hypersignal sur le STIR. Là, c'est la prise de contraste des mêmes zones avec l'injection de Gado. Et donc, ça permet d'orienter la biopsie. Bon, là, au niveau de la cuisse, on ira peut-être biopsier un vaste externe. Là, vous avez l'infiltration graisseuse, c'est toutes ces traits blanchâtres qui sont dans le muscle. D'accord? Donc, si on a ça, ça veut pas dire inflammation. Et on peut avoir dans des cas d'atrophie importante des aspects comme ça, mais franchement, moi, je vois une IRM comme ça peut être une dystrophie musculaire. Ok? Mais ça peut se voir aussi dans une myosite, donc ça n'a rien de spécifique, sauf quand vous avez l'inflammation qui part des fascias et que les mêmes zones prennent le contraste. Là, c'est assez évocateur de l'atteinte inflammatoire. Donc, comme on a fait pour le reste, diagnostic différentiel IRM, on peut avoir les mêmes aspects en cas de traumatisme musculaire, donc un effort physique très important. Les atteintes par dénervation vous donnent également les hypersignals T1, même chose. Donc, quelle que soit la dénervation, motoneurone, radiculopathie, neuropathie. Et puis, dans les maladies musculaires génétiques, on peut avoir le même aspect, sauf la prise de Gado. D'accord? On peut l'avoir, oui. Donc, en fait, c'est pas si caractéristique. Donc, là aussi, pas de raccourci. Donc, ce que je suis en train d'essayer de faire, c'est que on réunit des arguments pour faire le diagnostic et pour décider de traiter le malade. Et si vous ne pouvez pas avoir une IRM de bonne qualité, moi je préfère ne pas la faire, ne pas faire dépenser de l'argent que faire une IRM qui est mal faite, mal interprétée, qui risque de désorienter le diagnostic. Oui. Tout ce qui est dénervation, quand on a un muscle dénervé, il va être en hypersignal T1. Oui, aussi. Là, je ne pouvais pas mettre les images, mais vraiment, ça donne des hypersignaux dans le myotome concerné. Oui, ça donne, la dénervation donne la même chose. Oui, on va y arriver. Si j'ai une dermatomyosite comme le malade en question et j'ai les anticorps positifs, on s'arrête là et on traite. Donc en fait, c'est des situations où je me dis ça fait peut-être myosite, mais j'ai pas les autres éléments de diagnostic. Je multiplie les arguments diagnostiques. Si j'ai une forte suspicion de myosite et que j'ai les anticorps qui sont négatifs, qu'est-ce que je dois faire? La biopsie. Voilà. On doit faire la biopsie musculaire. Donc on peut orienter le site de biopsie par là où on a eu le plus d'activité de repos à l'EMG aussi, et là où on a eu l'hypersignal à l'IRM. On va chercher les infiltrats inflammatoires qui peuvent être autour des fibres musculaires ou bien autour des vaisseaux. On va chercher l'atrophie périfasciculaire, on va chercher les vacuoles bordées pour les myosites à inclusion. Et surtout, je vais beaucoup insister sur ça, si vous suspectez une myosite et que l'anapathe, le collègue anapathe ne peut pas faire d'immuno, ça sert à rien. Vous êtes, voilà, même si vous trouvez on va y voir les cas qu'on va présenter, même si vous trouvez de l'infiltrat inflammatoire, il faut de l'immunomarquage. Et l'immunomarquage, c'est pour HLA1, HLA2 et les dépôts C5B9. Il y a d'autres, mais au moins, il faut avoir ces trois-là. Voici les 5 aspects, 5 patterns histologiques que l'on peut avoir. Le premier pattern ici, c'est que vous avez l'infiltrat inflammatoire qui est autour des faisceaux musculaires. On dit qu'il est périfasciculaire et c'est un aspect qu'on aura dans la dermatomyosite. On va avoir l'atrophie aussi, l'infiltrat périfasciculaire, HLA1 et C5B9 aussi périvasculaire. Dans les antisynthétases également, on aura cet aspect avec le HLA2 et le C5B9 des fibres musculaires.
Le marquage va être au niveau des fibres musculaires. Deuxième pattern, c'est le pattern avec nécrose, pattern nécrosant, et qui est réalisé dans les myopathies nécrosantes auto-immunes, les MNAI. Là, on aura de la nécrose, on aura de l'infiltrat inflammatoire qui sera autour des fibres, on est à l'intérieur des faisceaux, HLA1 et C5b9. Troisième pattern, c'est le pattern endomysial. Vous allez avoir l'infiltrat inflammatoire qui est au sein même des fibres, autour des fibres musculaires. C'est dans les cas de ce cadre de polymyosite, c'est des infiltrats de type CD8 sans nécrose, avec un marquage HLA1. Et le quatrième pattern, c'est les myosites à inclusion. Vous pouvez avoir l'infiltrat inflammatoire comme on le voit ici autour des fibres, mais surtout, ce qui les définit, c'est l'existence des vacuoles bordées. Mais bon, je pense que je vais laisser Leïla en parler tout à l'heure, on peut ne pas les trouver. Mais la signature histologique, c'est les vacuoles bordées pour dire qu'il s'agit du myosite à inclusion. Et enfin, il y a le pattern non spécifique où on va avoir de l'inflammation aussi bien autour des fibres musculaires et périvasculaires. Ça veut dire qu'on a un mécanisme de vascularite dans le cadre des connectivites. Donc ça, c'est les 5 patterns histologiques qui sont bien individualisés dans le cadre des myosites. Diagnostic différentiel histologique. Les infiltrats inflammatoires lymphoplasmocytaires, on peut les avoir dans les atteintes infectieuses, les hémopathies malignes et aussi dans les myopathies héréditaires. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous n'avez pas d'immunomarquage, même si on vous dit il y a de l'inflammation, oui, mais on va voir, vous allez voir, on va voir des cas cliniques. C'est surtout la FSH et certaines dystrophies musculaires des ceintures. L'aspect nécrose, régénération sans infiltrat inflammatoire, on peut l'avoir dans les atteintes toxiques, alcool, statine, dysthyroïdie, dystrophie musculaire génétique. Donc vous voyez que sans immunomarquage, il va falloir mettre la biopsie avec ce que vous avez comme autre donnée pour dire finalement c'est une myopathie inflammatoire ou une myosite. Donc là, vous voyez, j'insiste encore sur l'intérêt de l'immunomarquage. Il n'est pas fait partout. En tout cas, là, on espère l'avoir dans le projet de muscle. Alors que généralement, c'est en formol. Il faut faire les deux Il faut faire un prélèvement inclusion formol et aussi faire des fragments congelés comme ce qu'on fait pour les dystrophies musculaires. Il faut faire les deux. On arrive au diagnostic immunologique et puis on va passer au cas clinique. Très important. Donc là, franchement, il faut demander Donc 80% des myosites ont des anticorps positifs. Il y a plus de 20 anticorps dans la majorité sont spécifiques des myosites. D'accord? Donc il y a un kit de diagnostic qui s'appelle DOT-myosite dans lequel il y a la liste principale des anticorps qui concernent les myosites. Et puis c'est intéressant parce que chaque anticorps est souvent lié à un phénotype particulier. C'est pour ça qu'il faut connaître les formes immunologiques et c'est important de le faire parce qu'une fois qu'on a l'anticorps, par exemple là le malade de tout à l'heure, MI2, on sait que c'est dermatomyosite, d'accord? Et on sait même quel est le risque de cancer, etc. C'est important de raisonner comme ça dans les dermatomyosites et ça permet aussi d'adapter les traitements, d'anticiper les pronostics, etc. Oui. Est-ce qu'il y a? En fait, les laboratoires disposent de ce kit qui s'appelle DOT-myosite, dans lequel il y a la liste des anticorps. Je pense que Leïla peut le préciser après. Pour les anticorps antinucléaires, c'est par immunofluorescence. Et du coup, il y a quand même des risques de faux négatifs parce que ça peut échapper à l'immunofluorescence. Donc, c'est à prendre aussi avec précaution. Oui. Je pense pas que les faux positifs soient possibles. Oui. C'est pas cher, hein? Non. C'est surtout, voilà, moi j'insiste parce que je vois
pas mal de collègues qui traitent un malade pour une myosite alors qu'il n'a pas eu les anticorps. Donc, c'est important d'être... vous n'aurez que 20% qui n'auront pas d'anticorps. Donc, voilà la liste des anticorps. Et en fait, chaque couleur correspond à une classe de myosite. La première ligne, c'est pour le syndrome des antisynthétases. Vous avez les différents anticorps, anti-GO1, PL7, etc. Ceux que j'ai mis en gras sont ceux qui sont dans le kit d'automyosite. Donc vous avez le GO1 obligatoirement, hein, c'est le plus fréquemment positif, 15 à 20%. Il y a aussi le PL7, PL12, il y a aussi le OI et le EJ, c'est ça. Les autres, quand on a vérifié dans les d'autres qu'on reçoit, ils y sont pas, mais je pense que c'est très rare. Voilà, exactement. Le deuxième ligne en bleu, ce sont les dermatomyosites. Voici les anticorps qui sont tous dans le kit. Hein. Vous avez le MI2 qu'on vient de voir, l'exemple, c'est l'anticorps le plus anciennement identifié. Il y a les GO1, le premier, et les anti-GO1 après. Il y a le SAE, il y a les MDA5, TIF1, il y a le alpha, bêta, gamma et le NXP2. D'accord? Vous avez ici la fréquence des différentes de positivité pour les dermatomyosites. Cette ligne concerne les myosites nécrosantes auto-immunes, les MNAI. Vous avez deux anticorps, c'est facile. SRP, HMG, CoA. D'accord? Et vous avez les myosites à inclusion, CN1A. D'accord? Et vous avez les noms, tous ceux-là sont des anticorps spécifiques. Là, les noms spécifiques, ce sont ceux des connectivites mixtes que vous allez trouver dans le panel des antinucléaires parce qu'ils y sont. Donc vous avez, voilà, je donne l'exemple du PMSCL de la sclérodermie, ceux-là qui concernent aussi bien le lupus que le syndrome de Gougerot, etc. D'accord? Le syndrome de Sjögren, il faut dire maintenant. Il faut plus parler de... Voilà. Alors, j'ai ajouté quelques caractéristiques. Là, les antisynthétases, rappelez-vous, le mécanicien, c'est pas constant, mais c'est très évocateur quand vous les avez, mais rappelez-vous la teinte pulmonaire. Il y a des malades qui vont être surtout, donc ils vont être chez les pneumos, chez les internistes. Risquent de se retrouver en réanimation, on risque de vous appeler pour faire un EMG. D'accord? Donc là, à savoir, c'est sévère, c'est résistant au traitement, et il y a une notion, si on a les JO1 qui sont associés au RO52, ici, dans ce panel, ça peut être paranéoplasique et c'est de mauvais pronostics. Dermatomyosite, le MI2, c'est la forme classique. SAE, MDA5, c'est poumon ou MDA5, c'est articulaire. Et ceux-là, TIF1, surtout gamma, NXP2, c'est les paranéoplasiques. Chez l'adulte, parce qu'il y a aussi les myosites de l'enfant. Si j'ai un TIF1 positif chez l'enfant, c'est sans néo. La même chose pour le NXP2 chez l'enfant. D'accord? On va voir les MNAI tout à l'heure, donc je vais passer. Là aussi, on va le voir tout à l'heure. Et puis dans les syndromes de chevauchement, vous aurez lupus, sclérodermie, etc. Moi, j'aime bien ce schéma dans cet article que j'ai trouvé extrêmement bien fait sur les différentes formes de myosite. Vous avez ici, là, c'est atteinte extramusculaire dominante dans ces formes. Et plus vous allez là, plus vous avez atteinte musculaire dominante. Donc là, c'est les formes qui vont être diagnostiquées par le neurologue. Donc vous avez les dermatomyosites, c'est peut-être de la répétition, avec les formes articulaires, c'est surtout MDA5, la plus classique MI2, et puis les paranéos, ce sont ces deux anticorps-là. Et après ça, vous avez les antisynthétases et les myosites de chevauchement. Non. Voilà. Les antisynthétases, on a vu, les anticorps, c'est l'anti-GO1 qui est le plus important, et les myosites de chevauchement, c'est surtout les scléromyosites qui sont extrêmement sévères.
Et puis vous avez les MNAI qui peuvent être anti-SRP, anti-HMG. Là, c'est surtout par anéoplasique, ça peut être induit par les statines. Et puis vous avez les myosites à inclusion avec leurs anticorps. Et donc, cette partie-là, peut concerner principalement le neurologue qui reçoit le malade pour un déficit musculaire. Dernière diapo avant de passer au cas clinique, et vous allez discuter les cas cliniques à partir de ce qu'on vient de voir. Donc là, on vous a projeté ça, c'est un article qui est pas mal, avec en fait comment traiter. Donc on va commencer par les corticoïdes par voie orale, on vise entre 1 et 2 mg par kilo par jour. Donc on est forte dose. Après, c'est la première ligne, on peut ajouter un immunosuppresseur méthotrexate ou azatioprine. Deuxième ligne, on peut ajouter, combiner en fait deux traitements immunosuppresseurs et on a le choix avec le Cellcept, tacrolimus, cyclosporine. Et troisième ligne, chez les malades qui répondent pas, c'est rituximab, cyclophosphamide ou la combinaison rituximab avec un autre immunosuppresseur. Bien sûr, à tout moment, vous pouvez faire des cures d'immunoglobuline. Par exemple, là, le patient tétraplégique, il vaut mieux commencer par une cure d'immunoglobuline et enchaîner avec le reste pour se dire, je vais essayer de lui avoir une bonne amélioration. Il y a des essais thérapeutiques, je passe là-dessus. Le suivi, c'est surtout clinique, avec des échelles de force musculaire. Dosage des CPK, c'est important. Les CPK sont un bon élément de suivi dans les myosites et on peut revérifier si les anticorps se sont négativés dans les formes séropositives. À toute étape, on n'oublie pas la rééducation. Les malades doivent faire des exercices physiques adaptés. Il ne faut pas avoir de la perte musculaire parce que le malade ne bouge pas. Donc là, on insiste beaucoup sur ça. Personnellement, je pars sur 2 à 3 mois. Ça dépend vraiment. Il y a des malades, en général, moi je mets le malade, je le vois à 3-4 semaines. Si je vois qu'il s'est amélioré, il y a des malades qui s'améliorent de façon spectaculaire. Je peux commencer à baisser, mais très progressivement. Et on va voir s'il se réaggrave, si on juge sur les CPK aussi, si les CPK réaugmentent, c'est qu'il faut ajouter autre chose. D'accord ? Mais ça m'est arrivé de laisser pleine dose 3 mois, hein, parce que c'est vraiment des maladies qui peuvent mettre du temps à décoller selon les formes. D'accord? Oui? Oui. Oui, c'est possible. Bon, c'est pas vraiment quelque chose de recommandé. Ce qui est recommandé, c'est le suivi clinique, les déficits musculaires et les CPK. Donc c'est vraiment suffisant pour juger si on est efficace ou pas. Oui, mais là, on parlait du Sjogren. Mais de toutes les façons, là, moi, personnellement, je suis sur la clinique. Donc, je fais mes scores chez le malade musculaire et le dosage des CPK. Donc, une fois que le malade, voilà, je le vois au début, le premier mois, après, ça dépend. Donc, s'il continue à s'améliorer chaque 3 mois, je le revois avec les CPK, je réévalue l'état musculaire. Et puis, vous allez voir sur les cas cliniques comment est-ce qu'on a fait l'escalade thérapeutique. Ah, c'est moi qui enchaîne. D'accord. Je pensais que c'était toi. Donc, on va commencer par le cas de cette jeune femme, Hind, 38 ans, qui est traitée pour endométriose et qui a été opérée, celiochirurgie, en novembre 2023 sous anesthésie générale. Et en 2 semaines post-opératoires, elle a commencé à avoir des douleurs musculaires, surtout muscles lombaires, et puis les membres inférieurs, puis les membres supérieurs, des myalgies, avec une aggravation progressive. Donc ça a commencé peut-être en décembre 2023. Moi, je l'ai examinée en février 2024, donc 3 mois après. Elle était vraiment en grosse difficulté à marcher. Pour se relever de la chaise, elle avait besoin d'une double aide.
faiblesse proximale des membres supérieurs, elle soulevait que 20 degrés, myalgie à la palpation, déficit 2, 3 cinquièmes en proximal membre inf et 3, 4 cinquièmes membre sup, réflexe présent, sensibilité normale et pas d'atteinte des muscles crâniens. En fait, elle n'avait pas de dysphagie. Je vais vous faire discuter après. Donc, rappelez-vous de sa clinique. Vous avez besoin de quoi? Oui, bonne question. Elle n'avait aucune lésion cutanée. J'ai oublié de le mettre. Très bien. Donc, pas de lésion cutanée. Vous avez besoin de quoi d'autre? Non. En fait, elle a eu que la chirurgie sans prise médicamenteuse. D'autres questions? Et qu'est-ce que vous voulez comme premier examen complémentaire? Oui, je vous les donnerai après, mais moi, c'est un peu une déformation, parce que je vois les malades en consultation et en même temps je fais les MG. Donc je vais vous montrer les MG, je vous donnerai les CPK après. Donc on avait une conduction nerveuse motrice et sensitive qui était normale, l'EMG à l'aiguille, activité de repos assez riche, hein, des ondes lentes positives, là vous voyez, ça c'est un jambier antérieur, ici un vaste externe. Là, c'est un deltoïde, vraiment très très riche, deltoïde 3 croix, avec des tracés qui étaient myogènes. Bon, ils n'étaient pas aussi d'amplitude aussi basse que tout à l'heure, mais ils étaient d'enrichissement rapide, donc on avait la sommation spatiale. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous voulez les CPK? Ok, qu'est-ce que vous voulez d'autre? D'autres myosites, oui, très bien. Et quoi d'autre? Oui, très bien. Je vais vous donner tout ça. Alors, vous demandez que d'autres myosites? Très bien. Voilà, c'est bien. Je vous donne tout ça. Donc, elle a des CPK élevés, très élevés. Elle a des ALAT-AZAT qui étaient élevés. Bilan, bon, inflammatoire, pas grand-chose. Voilà, thyroïdien, normal. Anticorps antinucléaires, panel complet négatif. D'autres myosites, elle avait des anti-SRP positifs. HMG-CoA négatif. Les autres anticorps du d'autres myosites étaient négatifs. Qu'est-ce que vous pensez des ALAT-AZAT? Élevés. C'est des transaminases d'origine musculaire. D'accord? Pour faire la différence, je vous conseille de faire la gamma-GT. D'accord? Avec le foie. Parce que parfois, ça vous est certainement arrivé de recevoir des malades chez lesquels on a fait la sérologie hépatite, etc. Alors que c'est des malades qui ont une maladie musculaire. Donc là, ok. Donc là, j'ai un point d'interrogation. Quel est votre diagnostic? Oui? Ouais, bien. C'est une myosite nécrosante auto-immune à anti-SRP positif. Donc c'est ça le diagnostic chez elle. Vous voyez quand on fait la... Donc qu'est-ce qu'on doit faire chez elle? Est-ce que je vais plus loin? Est-ce que je... Oui, c'est pas. Moi, j'étais embêtée par cette endométriose. Voilà, c'est vrai que il n'y a pas de transformation, donc j'ai fait quand même une TDM TAP. Je voulais. Il faut dire que j'ai tout demandé dès le début. Après, j'ai reçu les anti-SRP positifs. Donc, j'ai fait quand même un bilan néoplasique. C'était trop rapide d'évolution. En 3 mois, elle s'est retrouvée vraiment très handicapée. Donc, j'ai quand même fait le bilan, même si les anti-SRP ne sont habituellement pas d'origine, je pense tout à l'heure, dans le risque vraiment faible ou nul de cancer, mais en tout cas, je les ai fait une fois. En ayant les anti-SRP, on aurait pu dire, mais en général, on n'a pas envie de passer à côté de quelque chose. Et qu'est-ce que vous allez faire chez elle? Votre attitude? Quoi? Corticoïde, oui, c'est ce que j'ai fait. Je lui ai donné 1 mg kilo de corticoïde et je vais vous dire comment est-ce qu'elle a évolué. Donc à 2 mois,
Elle était contente, elle s'est nettement améliorée, mais moi, quand je l'examine, les scores, voilà. Donc, elle arrivait à marcher mieux, avec quand même, elle se levait de la chaise avec un appui, elle arrivait à monter un peu les escaliers, mais elle gardait un déficit proximal qui était idem. Mais bon, j'étais seulement à 2 mois, mais ce qui est intéressant, c'est que ces CPK, elles étaient à 8000, elles sont descendues à 1092. À 5 mois, elle a jugé son amélioration de 60%. Moi, j'ai trouvé qu'elle elle a gagné 0,5 à 1 point pour chaque score musculaire. Ça reste encore très moyen. Ces PK qui ont encore continué à baisser. Le problème, c'est que là, l'hémoglobine glyquée était à 8%. Elle a déclaré un diabète cortico-induit et un diabète dans la famille. Donc là, je lui ai dit, il faut qu'on mette un immunosuppresseur. Il aurait fallu peut-être que je la mette dès le début, corticoïde plus immunosuppresseur, étant donné que c'est une MNAI. Donc j'ai mis Immurel qu'elle n'a pas toléré, intolérance hépatique et digestive. Donc après, j'ai fait le choix de la mettre sous l'un des autres immunosuppresseurs qui marche bien, qui est le méthotrexate. Bien sûr, avec supplémentation acide folique, il faut donner 10 à 20 mg par semaine. Et le malade doit avoir une prise d'acide folique 5 mg, 5 à 10 mg, 48 heures avant la prise. Donc je leur dis, marquez dans le calendrier, vous avez par exemple l'acide folique vendredi, vous prenez votre méthotrexate dimanche. Donc c'est comme ça. Après, elle s'est vraiment nettement améliorée, son méthotrexate. J'ai commencé à dégraisser les corticoïdes. Donc là, je l'ai vu en juin 2025, à J plus 16 mois de traitement, tout le traitement. Elle était encore à 20 mg, dégression très progressive. Hein. Les myosites, on dégraisse pas vite. Et on n'arrête pas rapidement si le malade est asymptomatique. Donc on y va doucement. Oui, 5 mg, mais quand j'arrive à 15, parfois, je descends par 2,5 et quand j'arrive à 10, je descends par 1 mg. Pourquoi? Parce que on cherche la dose minimale efficace que la majorité des malades peuvent avoir besoin de garder. Il faut pas s'amuser à les arrêter. J'ai vu des malades à qui on a arrêté, qui ont rechuté, qu'il fallait remettre. Non, on laisse pas la forte dose à 20 mg en général. Si on a mis un immunosuppresseur, on peut laisser le malade sous 7,5 ou 5 mg par jour qu'ils vont garder très longtemps. Ah oui, c'était nécessaire. Hein. C'est l'état de la malade qui a justifié ça. On a traité le diabète, elle a un suivi avec l'endocrino. Son diabète était bien équilibré. Hein. Et donc, et puis surtout, il faut pas perdre le bénéfice de l'amélioration qu'on a eue. Donc c'est une malade qui est très contente parce qu'elle est complètement autonome. Elle garde un petit 4/5e en antépulsion et quand même un 3/4/5e en proximal au membre inférieur. Donc là, je suis en train de dégraisser les corticoïdes. Si elle s'aggrave ou si ça reste limite, on va mettre du rituximab. C'est-à-dire que dans les anti-SRP, dans les MNAI, je pense que je vais laisser Leïla en parler pour le traitement. Exactement. Donc, je pense que je vais te passer la parole. C'est ça. Donc, on enchaîne par Mademoiselle Lamia. Merci. Donc, patiente de 25 ans qui a installé de façon progressive sur 6 mois, donc une faiblesse proximale des membres inférieurs. Elle rapporte des difficultés à monter les escaliers, à se surélever de la position assise et accroupie, puis faiblesse aux membres supérieurs avec dysphagie. Donc à la marche, elle était dandinante mais autonome, avec donc le reste de l'examen sans particularité sur le plan réflexe, sensibilité. On va détailler son testing musculaire parce que c'est important pour le suivi, pour retenir si la patiente s'améliore ou pas. Même avec un point, comme vous venez de voir, on peut retenir qu'on est sur la voie de l'amélioration. Donc au testing, donc elle avait donc un déficit qui prédomine clairement sur la ceinture scapulaire et la ceinture pelvienne, avec une force musculaire conservée en distalité.
Donc, elle a eu un ENMG avec une conduction nerveuse, motrice et sensitive strictement normale. Et voilà son ENMG. Donc, qu'est-ce que vous remarquez aussi cette fois-ci? Mhm. Oui, tout à fait. Donc, on notait beaucoup d'activités de repos, avec même des salves sur quelques muscles. Donc, et là, qu'est-ce qu'on peut suspecter à ce stade-là du diagnostic à ce stade? Donc, syndrome musculaire avec un ENMG, donc un tracé myogène à l'effort, beaucoup d'activités de repos. Les potentiels, en fait, je les ai pas analysés, mais et j'ai pas Croze musculaire aussi, activité de repos. Oui, oui, voilà. Et avec aussi une présentation qui est musculaire pure parce qu'elle n'avait pas de lésion cutanée. Donc, c'est les malades qu'on voit en premier lieu dans notre consultation. Donc, voilà, on a enchaîné par les CPK d'automyosite. Donc, tout ce que vous venez de demander pour le premier cas. Et là, cette fois-ci, donc, elle avait des taux de CPK nettement élevés, donc à 17 000, à 17 000 et quelques, avec un panel d'automyosite négatif, des anticorps négatifs. Cette fois-ci, c'est une myosite nécrosante auto-immune à HMG coenzyme A réductase. Et le reste du bilan était sans particularité. La TDM-TAP était normale. Donc, par rapport à la CRP, cette entité est plus pourvoyeuse de néoplasie associée. Donc, voilà, elle a été traitée par corticothérapie par voie orale, avec donc une amélioration clinique lente un peu à 3 mois, avec une diminution du taux des CP4 à pratiquement voilà, de tiers. Elle a amélioré, donc elle est passée de 17 000 à 5 000, puis à 3 000. Donc on est resté un peu rassuré, on s'est dit que voilà, on est sur la bonne voie. Donc à cette étape-là, est-ce qu'il faut compléter, rester sur la corticothérapie, changer l'attitude? Oui, aux testines, oui, elle était jamais dépendante, mais elle était limitée dans les déplacements, voilà, c'est-à-dire qu'elle est restée quand même un peu limitée. Elle a rapporté une amélioration, mais quand même restée symptomatique. Donc, on a commencé un petit peu la dégression de la corticoïde, des corticoïdes, donc à 3 mois. Elle rapporte qu'elle s'améliore. Au testine, elle n'était pas franchement, c'est-à-dire elle a gagné 1 point en proximal. Il était de 3 et passé à 4. Et voilà, au bout de 3 mois, dès que j'ai commencé la dégression des corticoïdes, ben une aggravation. On va pas rester entre kilos. Au-delà de 3 mois. Donc, dès que j'ai commencé, c'est des patients qu'il faut surveiller de près pratiquement chaque 4 semaines. Donc là, j'ai commencé à dégraisser progressivement et en arrivant à 30 mg kilo, elle a encore réaggravé son tableau clinique. Et à ce moment-là que j'ai démarré le méthotrexate. Donc voici une deuxième observation. Oui, tout à fait, qui illustre que voilà, dans ces formes auto-immunes nécrosantes, il faut être vraiment agressif avec les deux médicaments à la fois, immunomodulateurs et immunosuppresseurs. Et donc, c'est à cette occasion que va enchaîner avec cette flowchart qui détaille vraiment la prise en charge des neuropathies, des myopathies nécrosantes auto-immunes. Donc, en précisant qu'il y a un traitement initial qui est basé sur les piliers classiques, corticoïdes et immunoglobulines, si échec des corticoïdes. Cet échec doit être évalué à 1 mois du démarrage du traitement. Donc là, on a le traitement initial. On a le traitement initial qui est un peu similaire pour CRP ou HMG. Donc on commence par les corticoïdes, donc 1 mg kilo généralement ou bolus de 3 à 5 jours, relais par voie orale. On peut démarrer simultanément un immunosuppresseur, méthotrexate en l'occurrence,
vu son coût, sa disponibilité, et éventuellement associer une cure d'immunoglobuline si forme sévère, à savoir déficit important et surtout dysphagie. Et donc à la phase de maintien, c'est une phase qui est partagée entre CRP et HMG. Donc, il faut réduire progressivement donc les corticoïdes, continuer le méthotrexate au moins 2 ans s'il est bien toléré avec surveillance de la fonction hépatique et la NFS. Et si le malade continue à s'aggraver au-delà de 6 mois, à ce moment-là, il faut peut-être passer au rituximab. Donc ça, c'était en fait le rituximab a été signalé déjà à la phase initiale. 6 mois, c'était considéré toujours une phase initiale au moment de laquelle il faut reconsidérer le méthotrexate et switcher vers le rituximab. Oui. Dans les recommandations, en fait, ce qu'ils mettent, c'est que on peut mettre un bolus de corticoïdes, corticothérapie orale, et à 1 mois, on peut ajouter l'immunosuppresseur. C'est un peu ce qu'on n'a pas fait chez nos 2 malades, et on aurait dû les démarrer. De toute façon, on a eu besoin de mettre le méthotrexate. Et dans les anti-SRP, il faut aller plus vite vers le rituximab. Donc ça, c'est-à-dire si on a une anti-SRP, on dit bon, j'aurais probablement besoin du rituximab assez rapidement. Donc voilà, ça, je vous laisse la référence parce qu'elle est très détaillée en posologie, en timing de surveillance et de switch. Donc, par rapport au pronostic, donc ici il y a deux études qui ont comparé un peu l'évolution des malades à MNAI avec HMG et SRP. Il faut savoir que généralement les malades SRP ont un pronostic moins favorable que les HMG, au cas où 1 malade sur 2 retrouve normalement une force optimale. Tandis que les malades HMG qui ont normalement un pronostic meilleur, quand on les stratifie en 3 groupes, paradoxalement le groupe moins jeune retrouve moins bien la force que les sujets âgés. Donc notre patiente, elle est dans ce groupe-là de jeunes où il y a un risque sur 2 de garder des séquelles, un déficit moteur important. D'accord, ok. Ok, ça marche. Oui. Oui, tout à fait. En fait, c'est une bonne question, mais généralement, c'est pas en fonction du pourcentage. C'est un traitement qui doit être agressif d'emblée. Il faut les mettre. Donc, à moi, c'est juste pour un peu décaler peut-être c'est secondaire, voilà. Donc, mais généralement, c'est pas question d'amélioration, mais il faut les mettre d'emblée. Il faut être agressif. Justement, on a pris cette position un peu, c'est-à-dire un peu lente par rapport à cette forme-là. Donc, les MNAI, oui, moi j'ai une malade, c'est une dame âgée qui a plus de 70 ans, HMG-CoA, que j'ai mis sous corticoïdes. Elle s'est nettement améliorée, elle reste déficitaire. Et en fait, c'est surtout sa fille qui discute avec moi. Je lui dis, j'ai besoin de la mettre sous immunosuppresseur. Elle me dit, mais elle est bien. C'est-à-dire, ils sont satisfaits. Elle est autonome à la maison, elle n'a besoin de personne, bon, pour se lever du lit. Voilà, donc, à vrai dire, je l'ai laissée. Elle est sous, je pense, 8 milligrammes. Elle reste bien, c'est-à-dire, elle s'aggrave pas. Et ses CPK sont stables. Donc, c'est possible d'avoir une amélioration. Mais là, les deux, et surtout la première, mais elle était avec un déficit énorme, même si elle était satisfaite parce qu'elle avait arrivé à bouger toute seule, mais moi, je trouvais son score qui ne décollait pas bien.
Et c'est pour ça que je lui ai dit, il faut... Et là, sous méthotrexate, elle est encore plus contente. Elle me dit, ça va beaucoup mieux. Donc, en fait, le message, c'est qu'il faut se dire, je dois être agressif. Et selon l'état du malade, se donner peut-être le temps, parce qu'il y a aussi les effets secondaires. La première a eu le diabète. Le méthotrexate agit plus vite. Oui, oui. L'azatioprine. Oui, tout à fait, oui. C'est vrai. Ouais. Et on évite les réaggravations. Ouais. Alors, on va avoir l'atelier pays d'essai dans cette salle. D'accord? Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu déborder d'un quart d'heure sur l'autre atelier. On va continuer. Donc, si on va aller un peu plus vite parce qu'il reste des cas intéressants. Il y a une question. On va le voir. Donc, vous avez deviné ce qu'a cette malade. Alors, Hafida a 68 ans. Dans ses antécédents, diabète type 2, thyroïdectomie sous lévothyrox, HTA, et puis elle a été traitée pour un adénocarcinome pulmonaire. Elle a eu juste une ablation chirurgicale, c'était suffisant. Elle n'a pas eu besoin d'un traitement supplémentaire en septembre 2020. Et en fait, à partir de septembre 2020, elle a commencé à avoir une faiblesse musculaire avec des troubles de la déglutition, avec fausse route, pas d'atteinte oculomotrice, pas de signes cutanés. Elle a été considérée par d'autres collègues comme syndrome de Lambert-Eaton, tumeur pulmonaire, faiblesse. Il n'y avait pas d'argument, ni immuno, ni EMG. Toujours est-il qu'elle a reçu quelques cures d'immunoglobuline et à chaque fois qu'elle recevait la cure, elle s'améliorait puis elle se réaggravait. Et donc moi, je l'ai examinée en janvier 2022, donc c'est 3 mois après. Elle était déficit proximal des 4 membres, 3, 4, 5e, CPK à 4055, avec des anticorps d'autres myosites négatifs. En fait, j'avais tous ceux qui m'intéressent, et en particulier les TIF1, d'accord, on a dit tout à l'heure, et les NXP2. Donc j'avais les deux qui étaient négatifs, JO1, RO52 également. Donc on en a parlé tout à l'heure. HMG coenzyme, c'est important aussi, ils étaient négatifs. Et j'avais à l'EMG une atteinte myogène là aussi, avec beaucoup d'activité. Ça c'est un deltoïde, activité de repos extrêmement riche. Donc j'ai un processus de nécrose musculaire. Et en ayant ça, bien sûr que j'ai vérifié que c'est pas un Lambert-Eaton. Et de toutes les façons, dans un Lambert-Eaton, j'aurais pas de l'activité de repos. Je peux avoir un tracé myogène, mais j'aurais pas d'activité de repos. Donc là, avec tous les éléments qu'on a, qu'est-ce que vous allez penser? Qu'est-ce que ça peut être comme... vous avez besoin de quoi ou qu'est-ce que vous allez faire? Oui, on peut, mais on ne l'a pas fait. La biopsie musculaire, oui. Bien. La biopsie est indiquée ici. Bon, c'est les collègues qui ont continué à la suivre. La biopsie n'a pas été faite. Mais comme j'avais dit que c'est très évocateur de myosite, peut-être paranéoplasique, même si j'ai les anticorps négatifs. Donc elle a reçu à nouveau des cures d'immunoglobuline à 1 mois d'intervalle, puis 1 mg kilo de prédnisone. Et elle a été bien sûr le suivi de son adénocarcinome pulmonaire régulièrement, PET scan, tout était négatif, donc elle était en rémission pour le cancer. Elle a été donc elle s'est très très nettement améliorée. Donc j'ai même pu arrêter après. En fait là, elle avait aucun déficit. Elle garde juste une petite difficulté tabouret, mais elle n'a pas besoin de mettre même une main pour se lever. J'ai arrêté les corticoïdes en août 2024. Je l'ai revu en octobre là dernier. C'est PK normal, asymptomatique. Donc je l'ai considéré en rémission. Donc en fait, c'est une malade chez laquelle je retiens une myosite paranéoplasique,
de type MNAI, parce que en fait, on a les éléments de nécrose et tout, mais on peut avoir des formes qui sont séronégatives, et ces formes séronégatives peuvent être potentiellement paranéoplasiques. D'accord? Donc le fait que son cancer soit en rémission a fait que sur le plan musculaire, on a pu aussi obtenir une rémission au niveau musculaire, et son atteinte musculaire a été révélée pratiquement en même temps que le cancer. Non, pas du tout. Non, non, c'est les syndromes paranéoplasiques répondent. C'est-à-dire, par exemple, une myosite paranéoplasique, il faut traiter le cancer, et je traite aussi la myosite. Donc, je mets les corticoïdes, je peux mettre les immunoglobulines, etc. Et puis, ça va dépendre du pronostic du cancer. Et je vous présente une autre patiente. On va aller un peu vite pour pouvoir faire les pays d'essai. Je vous parle de celle-là et je réponds à la question. Donc là, c'est une autre malade que j'ai vue il y a longtemps, en 2008, qui avait un tableau de myosite avec déficit des extenseurs du cou. Voilà, à ce moment-là, j'avais pas le panel. On avait fait je pense qu'on avait fait les anti-JO1 seulement. En tout cas, il y avait la biopsie qui était en faveur de myosite, traitée avec amélioration sous corticoïdes. Donc là, c'est la faiblesse qu'elle a récupérée sous traitement. Elle allait vraiment très bien, et comme elle avait une pharmacodépendance, je l'ai mise sous Immurel. J'avais fait un bilan néoplasique au début, que j'ai pas refait suffisamment à temps. Malheureusement, elle a déclaré une tumeur du sein avec métastase rapide, et elle est décédée en 2011, donc on est dans les 3 ans. D'accord? Donc ça me permet de parler des formes des myosites et cancers. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que dermatomyosite chez l'adulte, attention, cancer. Encore plus si vous avez les NXP2 et TIF1 gamma positifs. Les MNAI, c'est les anti-HMG coenzyme, comme on a vu tout à l'heure. Certaines formes séronégatives, c'est ce que j'ai suspecté chez l'autre malade. Les syndromes des antisynthétases et les overlaps, les myosites de chevauchement, si vous avez JO1 plus RO52, le risque le plus élevé d'association, nous on enchaîne dans la même salle. Oui, c'est pas grave, ils vont écouter la myosite. Donc le risque le plus élevé d'association myosite-cancer, c'est 1 an avant et après le diagnostic. Donc le malade peut déclarer donc jusqu'à 3 ans après le diagnostic. Donc il faut garder cette période-là. Donc ce qu'il faut faire quand on est dans ce risque élevé, bon, les cancers, c'est surtout le poumon, le sein, les ovaires, le lymphome. Bilan de dépistage au moins 1 fois par an. Mais franchement, moi, si j'ai les anti-TIF et les NXP2, etc., je ferai chaque 6 mois. Scanner TAP, PET scan, si le risque est élevé avec ces anticorps en rouge, les marqueurs tumoraux, et puis aussi, s'il faut, des fibros, etc. Oui. On va enchaîner avec cette patiente, Madame Maïcha, 59 ans, qui est suivie en médecine interne pour une polymyosite, avec une présentation musculaire prédominante, faiblesse, dysphagie mixte, mais polyarthralgie inflammatoire des grosses et petites articulations, un rash malaire non spécifique. Et donc, il a été examiné en 2024 au service pour réalisation d'un ENMG. Et donc là, sa conduction nerveuse motrice est sensitive. Et vous allez noter, bien entendu, qu'il y a un pattern de polyneuropathie axonale, sensitivo-motrice, longueur dépendante. Donc avec voilà, les sureaux diminués, les péronées au membre inférieur et quelques altérations de la vitesse de conduction au membre inférieur en rapport avec l'atteinte axonale. Et l'EMG des détections avait montré un tracé d'effort sans activité de repos.
Donc sur le plan biologique, naturellement, on va compléter par les CPK et le dot myosite, ainsi que le reste des examens dans le sens d'une myosite de chevauchement, vu qu'elle a un terrain de polyarthralgie. Donc voilà, dot myosite négatif, CPK normal, et le reste du bilan sans particularité. Donc devant la hantise d'un néo associé, TDM TAP, écho mammaire, parce que un néo du sein peut échapper à la TDM TAP, et une ETT pour à la recherche d'une atteinte cardiaque, et sont revenus normaux. Et à la biopsie, on a essayé de biopsier d'autres sites. Comme on n'a pas d'argument, on est dans un tableau de, on dirait, myopathie inflammatoire avec séronégatif. Donc, la biopsie s'impose, mais elle était non concluante, qualité, c'est-à-dire mauvaise qualité. Et à la BGSA, on avait retrouvé un aspect évoquant un syndrome de Sjögren. Donc là, c'est juste pour illustrer l'association atteinte myogène et neuropathie, donc qui peuvent orienter donc vers un myosite de chevauchement dans le cadre d'une maladie systémique qui est le Gaugereau. Patiente a été traitée par Solu-Medrol, puis relais par voie orale et d'emblée par méthotrexate, avec une amélioration clinique partielle. Et donc le diagnostic retenu chez elle, c'était une myosite de chevauchement sur maladie de Gaugereau. Et donc le 4e cas, c'est Madame Zahra, 47 ans, qui a présenté en février 2025 un changement de la voix avec fatigabilité. Donc, puis 3 mois après, dysphagie, reflux des liquides par le nez. Et en juin 2025, donc c'est à cette date qu'on la connaît, elle fait une faiblesse des 4 membres, chute de la tête, aggravation de la dysphagie, avec un amaigrissement très important, moins de 25 kilos en 7 mois. Donc l'hospitalisation a été donc faite en août avec le NMG, et l'examen clinique trouvait donc un déficit prédominant sur les ceintures pelviennes et scapulaires modéré. Il permettait la marche avec déficit des extenseurs du cou, et le reste de l'examen était sans particularité, notamment cutanéo-muqueux. Donc là aussi, syndrome musculaire pur, mais à un contexte d'altération de l'état général. Donc la conduction nerveuse motrice et sensitive était normale. Avec, on avait cherché aussi la stimulation répétitive, parce que initialement elle s'apprête à une myasthénie auto-immune typique. Donc c'était négatif. Et voilà son ENMG de repos. Voilà, vous reconnaissez facilement la richesse en activité de repos, avec donc quelques remarques par rapport à cette activité-là. Oui, avancé. Donc, bilan biologique, et ADCPK élevé, modérément élevé, donc à 900. Panel d'automyosite négatif, un syndrome inflammatoire discret, le reste était sans particularité. Sa TDM-TAP était normale, échocardiaque. Et là, on est donc devant un tableau de myosite, probablement auto-immune nécrosante, mais séronégatif dans un contexte d'altération de l'état général, avec un bilan initial qui est négatif. Donc là, elle a reçu, c'était toute la place de la biopsie musculaire, qui a montré une formule associant atrophie périfasciculaire, nécrose, infiltrat inflammatoire, mais c'était pas du tout concluant parce que l'immunohistochimie est toujours en cours. Donc on est passé à l'acte pour la traiter comme une myosite auto-immune par corticothérapie, absence d'amélioration à J10 malgré une amélioration du taux des CPK, une cure d'immunoglobuline a été réalisée, absence d'amélioration, et là au service où il est suivi, ils ont décidé de démarrer l'azatioprine, ce qui n'est pas peut-être la bonne option.
Et là, c'est le dilemme myosite séronégative, en l'occurrence MNAI, contre une myosite à inclusion. Ce qui nous a mis la puce à l'oreille par rapport à ce diagnostic différentiel, c'était sa présentation qui était aussi distale, prédominante sur les fléchisseurs des doigts. Et donc là, on s'est dit, mais la biopsie n'était pas en faveur d'une myosite à inclusion avec des caractéristiques qui sont assez évidentes. Et là, peut-être la grande hantise, c'est de chercher une néoplasie, aller vers le PET scan et être plus agressif sur le plan thérapeutique. Donc là, c'est ce diagramme pour un peu illustrer l'escalade thérapeutique qui peut se discuter chez cette patiente, surtout qu'on n'a pas d'argument en faveur d'une myosite à inclusion, les anticorps n'ont pas pu être faits, et du coup peut-être proposer des cycles d'immunoglobulines et passer au rituximab directement. Là, juste quelques mots sur le syndrome des antisynthétases. En fait, comme il a été déjà signalé par professeur Biolog, c'est plus qu'une simple myosite parce que c'est plus un malade qui serait vu pour un ENMG avec une atteinte plutôt pulmonaire ou articulaire qui est au premier plan. Et donc, l'atteinte pulmonaire peut être retrouvée jusqu'à 100% des cas, suivie par l'atteinte articulaire. La myosite dans 60% des cas, mais c'est pas au même titre que les deux premières. Elle peut aller de forme avec CPK normal, myalgie à déficit moteur. Et donc la caractéristique, un peu quelques points cliniques importants, c'est les mains des mécaniciens, mais qui sont pas constants, retrouvés juste chez 20% des cas. Et là aussi, pourquoi c'est plus qu'une myosite? Parce qu'en fonction des anticorps, on peut avoir des présentations purement pulmonaires et d'autres dans l'autre spectre de la maladie, des tableaux plutôt algiques avec atteinte articulaire et ou musculaire. Donc, est-ce qu'on le fait, mais rapidement ou... Oui, bon. Parce qu'on est en train d'empiéter, mais on peut un peu empiéter sur la pause. Ah, ça fait plaisir. Parce que c'est vraiment intéressant comme situation. Donc, c'est une... Donc, c'est Sarah, âgée de 19 ans, qui était sportive. Elle faisait du basket. Elle était le première à la course au bac déjà fin 2014. Et c'est en décembre 2015 qu'elle installe de façon aiguë des difficultés à se relever de la position assise avec myalgie des cuisses et des mollets au début, évolution rapidement progressive vers un état relativement stable à 6 mois. Donc elle avait un déficit des ceintures avec 2 appuis pour monter 3 étages, difficulté à se relever, pas d'atteinte des muscles bulbaires ni oculomoteurs et pas de signes cutanés. Donc c'est une patiente, quand je l'ai examinée, elle n'avait pas d'amyotrophie évidente, elle avait un déficit des ceintures, aussi des muscles du tronc, sans signe cutané, sans signe bulbaire, et voilà son bilan. Donc on avait des CPK supérieurs à 7000, alatasate élevée avec le reste du bilan hépatique normal, d'une vitamine D qui était en réelle carence, et puis tous les autres, on n'avait pas fait le d'autres myosites, ça remonte à quelques années. On avait fait les anti-JO1 qui étaient négatifs, bilan cardiaque qui était normal. Est-ce que j'ai une question à vous poser? Ou non, je vous poserai la question après. Voilà son EMG. Donc là, beaucoup d'activités de repos dans les deltoïdes, dans les quadriceps, avec sommation spatiale, pume polyphasique et un aspect de pume déchiquetée ou indentée. C'est l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est elle. Donc, est-ce que j'ai la question ici? Non, je vous montre la question après l'IRM. Et on a fait une IRM musculaire qui montre en fait quelques atrophies au niveau des muscles fessiers avec involution adipeuse. Je pense qu'elle n'a pas été injectée, mais c'est un aspect d'atrophie musculaire, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, quelques stries blanches qui indiquent une involution adipeuse, donc c'est pas du tout spécifique. Voilà, le point d'interrogation, qu'est-ce qu'on fait?
La biopsie, ah, c'est bien. Quand les réponses viennent comme ça, c'est que la première partie, la biopsie a été faite à Casablanca. Il y avait quelques atrophies musculaires et surtout un infiltrat inflammatoire. Il y avait en fait une immunohistochimie qui a été faite. Donc là, on peut suspecter, vu le caractère rapidement aigu, etc., une myosite. Mais sur l'immunohistochimie de marquage, en fait, elle avait un marquage de dysferline qui était franchement bas. D'accord? Donc, en fin de compte, elle aurait pu être considérée myosite. Il y avait assez d'éléments. On n'avait pas l'immuno, je veux dire le dot myosite. Mais j'ai exprimé ce cas parce que tout à l'heure, je vous ai dit que c'est un diagnostic différentiel. Donc, c'est une dysferlinopathie dans laquelle il y a un spectre large. Vous connaissez les formes distales, ceinture. Mais il y a des formes de révélation aiguë avec myalgie et qui fait un réel diagnostic différentiel avec les myosites. C'est l'une des dystrophies musculaires qui est le plus pris pour myosite que d'autres. Je viens de voir il y a peut-être 5-6 mois une malade qui était vue au CHU de Fès, qui était considérée myosite, mais en fait c'était aussi une dysferline. Elle était arrivée aux immunosuppresseurs dans le traitement. Donc voilà un article qui parle des dystrophies ou myopathies génétiques qui ont été considérées à tort comme myosites. Il y a beaucoup de dysferline, il y a quelques autres formes et surtout les IBM génétiques qui peuvent être prises, c'est les GNE ou les maladies de Nonaka, etc. Donc il y a des malades qui ont reçu même les immunosuppresseurs comme la patiente dont je vous ai parlé. Donc c'est un message à retenir. Et là, dans notre série du service que connaît très bien, donc en fait il y a un peu plus maintenant de cas. Et dans cette série, il y avait 3 malades qui avaient un tableau pseudomyositique et qui ont été traités par corticoïdes. Et comme il y a une grosse réaction inflammatoire dans le muscle, certains malades peuvent s'améliorer, pas tous. Là, la patiente, j'ai fait le choix de la mettre sous corticoïdes et ça l'a améliorée. Et on a gardé son amélioration. Elle reste déficitaire parce que c'est une dysferline. Mon message, c'est pas les traiter par corticoïdes, mais parce que dans les études qui ont été faites, il y a des malades qui peuvent n'avoir aucune réaction aux corticoïdes, aucun effet positif, et il y en a même qui peuvent s'aggraver. Donc c'est pas une règle, mais ça peut être quelque chose qui peut être fait. Et donc on arrive à notre conclusion. On peut avoir des tableaux très évocateurs de myosite si vous avez les lésions cutanées de dermatomyosite. Il faut toujours raisonner en réunissant les arguments diagnostiques, combiner les moyens diagnostiques à notre disposition, c'est ce qu'on vient de faire. CK, ENMG, bilan immunologique. Si c'est le bilan immuno négatif, la biopsie musculaire, et pas de diagnostic de myosite sans étude des anticorps, pour identifier le sous-groupe. Et ceci va conditionner vos décisions thérapeutiques. On a vu pour les MNAI qu'on va être plus agressif, donc c'est assez important. Et ne pas oublier l'association possible au cancer dans les formes dont on a parlé. Voilà, je vous remercie. Désolée, ça a été long. Et donc, c'est Leïla qui va passer au pays d'essai.